Salut les guerriers. Aujourd'hui, dans cette nouvelle leçon de stratégie, nous allons voir l'encerclement. Et on va prendre comme cas le professeur Raoul. Et en fin de vidéo, je vous dirai exactement comment faire pour ne pas être encerclé à l'heure actuelle. Comment défaire l'encerclement et le seul moyen pour défaire cet encerclement. Et comme le professeur Raoul, il peut arriver que vous soyez attaqué par des personnes qui soient moins compétents que vous. Reprennent un peu raison, donc on peut peut-être en parler de manière. Mais c'est peut-être aussi pour ça que vous avez envie de parler. Est-ce que vous n'en avez pas assez de ces polémiques ou... Non, franchement, je m'en fiche. Mais alors ça m'indiffère à un point qui est troublant. Vraiment? Ah oui, complètement. Et pour voir à travers le brouillard de guerre actuel, j'en avais parlé dans ma précédente vidéo, je vous mets un lien pour aller la voir. Le brouillard de guerre, c'est le climat d'incertitude dans lequel se déroule la guerre. L'expression est de Karl von Clausewitz, vous le verrez dans la précédente vidéo. Et si vous ne vous méfiez pas, ils vont vous donner des informations qui sont fausses. Et ils vont vous harceler. J'ai rarement vu au cours de ma vie un harcèlement, des attaques aussi virulentes envers quelqu'un qui n'est pas politicien. Il y a peut-être aussi Dieudonné, mais le professeur Raoul, dites-moi, quelle personne a eu autant d'attaques médiatiques ces 20 dernières années, voire plus loin. On va parler de l'encerclement pour que vous compreniez ce que c'est. Et je vais prendre le cas des Zoulous et de Napoléon. Louis-Napoléon, descendant de Napoléon III, empereur des Français, est mort le 1er juin 1879 à Isandlwana, la plus grande défaite de l'armée britannique, plus grande défaite qu'une armée moderne ait pu se prendre. Leur armée avait été pratiquement annihilée. Bien, ils participent à une mission de reconnaissance avant la bataille, et lors d'une halte près d'une rivière alors qu'ils pensaient être en sécurité, ils sont attaqués par des Zoulous. Et donc il y a une fusillade, il y a des Britanniques qui sont tués, et donc la troupe s'en va à cheval, ils déguerpissent. Ils tentent de monter à cheval, mais la sangle cède. Donc la sangle cède sous son poids, il n'a plus de bras droit, son bras droit est hors d'usage, il n'a que sa main gauche et un pistolet qu'il doit utiliser pour se défendre. Et il sera transpercé par 17 coups de lance. Il y a quand même des spéculations sur le fait que ce soit peut-être un assassinat déguisé, simplement parce que bon, ça arrangeait peut-être certaines personnes, que la sangle cède et qu'il soit seul face à des Zoulous, et que le fils de Napoléon III meure. Les Zoulous mutilent les cadavres, sauf celui du prince, parce que c'est le seul qui soit battu jusqu'au bout. Les Zoulous lui laissent une chaîne en or et d'autres bijoux, et de l'aveu des Zoulous, ils ne l'ont pas mutilé parce qu'il s'était battu comme un lion. Et le lion, pour les Zoulous, c'est l'animal le plus courageux. Bon, on va parler de la tactique Zoulou, leur technique principale d'encerclement. Il y avait les cornes, le torse et le rein. Le torse, c'est la partie centrale de la ligne, qui affronte directement les forces ennemies. Les cornes, situées aux extrémités de la ligne, encerclent l'ennemi par les côtés et par l'arrière. La plupart du temps, l'extrémité d'une des cornes restait cachée dans les hautes herbes. Et lorsqu'ils émergeaient, l'encerclement était total. Et ça créait une panique soudaine dans les troupes ennemies. Les reins étaient constitués de la force de réserve. Elle intervient pour le coup de grâce. Et en attendant leur tour, ces hommes se tenaient dos à la bataille pour pas être surexcités et intervenir trop tôt. Je vais vous parler rapidement de la bataille d'Isandlwana. Ça vous permettra de comprendre le contexte et de comprendre l'encerclement. En 1878, les Anglais se disent qu'il faut annihiler l'armée Zoulou, parce que c'est la seule armée autochtone à pouvoir rivaliser, à pouvoir contrecarrer les plans des Britanniques. Donc les Britanniques décident d'envahir les Zoulous, mais ils n'arrivent pas à localiser l'armée Zoulou. Et forcément, ça crée de la tension à l'intérieur de l'armée britannique. Donc Lord Chelmsford, le commandant général en chef de l'armée britannique, ce qu'il se dit, c'est qu'il va prendre la moitié de la colonne centrale, qui campait au pied de la montagne Isandlwana, et partir vers l'est pour rechercher les Zoulous. Et une fois qu'il les aurait trouvés, il ferait venir le reste de l'armée. Et en soi, pour eux, c'était une bonne idée, parce que c'était des kilomètres de prairies vallonnées, c'est-à-dire qu'on voyait à perte de vue. Donc si quelqu'un arrivait, forcément, ils allaient le voir. Mais là, le commandant Durnford, qui commandait les troupes restées au pied de la montagne Isandlwana, apprend qu'il y a une grosse force Zoulou qui arrive et qui se dirige vers l'est, sûrement pour attaquer l'arrière de la colonne de Chelmsford. Donc des cavaliers britanniques s'avancent pour repérer où sont les Zoulous et puis après les pilonner avec l'artillerie. Et les savater avec les fusils anglais. Et donc un peu plus loin, ils voient des bergers Zoulous. Et donc ils vont à cheval vers leur direction. Mais là, à ce moment-là, les Zoulous ils disparaissent. Et les mecs s'arrêtent juste à temps parce qu'il y avait un ravin juste en dessous, qu'il était impossible de voir depuis le camp. Et même à courte distance. Et juste en dessous du ravin, ils voient des milliers de guerriers Zoulous. Et c'est à ce moment-là que les Zoulous sortent des ravins et lancent leur attaque. Et là, c'est la panique. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à voir une armée aussi immense déferler sur eux. Et en fait, quand ils ont aperçu les Zoulous,
c'était déjà trop tard. Et les Zoulous ont commencé à refermer leur étau et les Anglais commençaient à manquer de munitions. Et à ce moment-là, c'était terminé. Sur 1700 soldats, il y en a 1300 ou 1400 qui sont morts. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo dédiée uniquement à la guerre anglo-zoulou pour vous montrer les différentes batailles. Mais là, c'est pas le propos, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, on parle du professeur Raoult, mais tous ceux qui pensent comme lui et de l'encerclement, de l'écrasement et de l'annihilation dont ils sont victimes. Sur YouTube, on va commencer à vous dire que vous n'avez pas le droit de prononcer certains mots, que vous n'avez pas le droit de parler de certains sujets, sinon vous allez être démonétisé ou alors striké, votre vidéo va être strikée. Il y a de plus en plus de mots, de thèmes, de thématiques qui ne peuvent plus être abordés sainement. Ensuite, vous allez être attaqué sur Twitter, vous allez être attaqué sur Instagram, vous allez être attaqué sur vos différents réseaux sociaux. Et petit à petit, on va vous dire, oui, voilà comment vous devez penser, voilà comment votre ligne éditoriale doit être. Et une fois que vous réalisez que vous êtes complètement enfermé, parce qu'il n'y a aucun autre réseau où vous pouvez exercer sereinement votre métier, vous réalisez que vous êtes complètement encerclé. Si vous êtes dans une ligne divergente, ça va commencer crescendo. Vous allez le voir que de temps en temps, on va vous faire des petites restrictions. Et au fur et à mesure du temps, ces restrictions vont être de plus en plus fortes. Et pour certains, ça peut être la suppression de leur chaîne. J'avais fait une autre vidéo pour survivre si jamais ce genre de problème arrive. Je vous incite à y aller. C'est un peu comme Rockefeller quand il a voulu avoir le monopole de l'industrie pétrolière aux États-Unis. Il a commencé par avoir le monopole sur les chemins de fer, qui était le principal moyen de transport à l'époque. Ensuite, il a racheté les oléoducs qui rejoignaient les chemins de fer. Et donc, pour briser leur monopole, ses adversaires, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit leur propre oléoduc qui allait jusqu'à la mer. Rockefeller, ce qu'il a tenté de faire, c'est d'acheter les terres où les oléoducs pouvaient se mettre. Et en fait, ses adversaires, ce qu'ils ont fait, c'est un oléoduc en zigzag jusqu'à la mer. Et donc Rockefeller, ce qu'il a fait, c'est qu'il a construit un oléoduc encore plus gros que celui de ses concurrents. Et ensuite, il a racheté des actions de ses concurrents. Et il a foutu la merde chez eux. Au bout d'un moment, les concurrents ont dû céder. Parce qu'il attaquait sur tous les fronts. Et donc l'encerclement, c'est ce qui se passe dès que vous allez élever la voix, dès que vous allez avoir un ton contradictoire. Et ceux d'en face vont essayer de casser tous vos moyens de communication, vos moyens de survie, pour essayer de vous encercler et de vous annihiler. Et je vais vous donner la solution pour réussir à ne pas vous faire encercler. Et le moyen de briser cet encerclement, de ne pas te faire encercler, c'est d'avoir une compétence de survie économique. Qu'est-ce que j'appelle une compétence de survie économique? C'est la compétence qui te permet de redémarrer, même si tes ennemis te prennent tout ce que tu as. S'ils détruisent tes réseaux sociaux, toute ton audience, s'ils suppriment ton audience, s'ils te prennent ta maison, s'ils te prennent tout ce que tu as construit, c'est une compétence où tu dois être le meilleur. Et bien sûr, où il faut très peu d'investissement. Je vais te mettre un extrait du professeur Raoult pour te montrer ce que c'est être un expert. Une des vraies élites. Les vraies élites, c'est nous. En réalité, donc les gens disent pourquoi les élites vous aiment pas? C'est pas les élites qui n'aiment pas, c'est eux qui n'aiment pas les élites. Moi, je suis une star des maladies infectieuses. J'ai tout eu, j'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui, aussi bien la fonction officielle. J'étais le plus jeune président de l'Université de France, j'étais le plus jeune président de médecin, le plus jeune de tous les professeurs de la classe exceptionnelle, le professeur le plus ancien dans le grade le plus élevé de tout ce pays en médecine. J'ai tout eu dans ma vie. Donc, si vous voulez, c'est moi l'élite. C'est pas l'élite qui critique, c'est la non-élite. Ceux qui critiquent l'élite, c'est... Parce que lorsque tu sais que tu es le meilleur et que les autres savent que tu es le meilleur, tu n'as pas de souci à te faire. Ah oui, c'est pas parce que vous êtes sous les radars que vous n'êtes pas en train de vous faire encercler. Parce que je vous rappelle qu'il y a énormément de métiers qui n'existeront plus dans quelques années. Et là, si vous dormez en pensant que la compétence que vous avez actuellement vous permettra de survivre pendant 10, 20 ans jusqu'à votre retraite, voire plus loin, eh bien, vous êtes dans la merde. Regardez si dans les 5 ans, la compétence que vous avez actuellement, elle ne peut pas être remplacée par des robots ou des intelligences artificielles. Pour la petite histoire, même des articles que vous voyez dans certains journaux, aux États-Unis ou en France, sont écrits par des intelligences artificielles. Ça fait un moment qu'il y a des pigistes qui sont remplacés par des intelligences artificielles. Si je parle dans mes emails de stratégie militaire que j'adapte à la stratégie d'entreprise, de business ou de marketing, c'est justement pour que vous anticipiez et que vous trouviez votre propre stratégie. Parce que rien ne dit que dans quelques années,
toutes vos compétences ne soient pas remplacées. Il n'y a plus de métier protégé. Il faut vraiment penser comme un homme indépendant. Ne pensez pas que l'État viendra vous aider pour que votre usine ne ferme pas. Si votre métier il peut être automatisé, remplacé par une intelligence artificielle comme je l'ai dit, ou un robot, c'est fini. Alors on peut me dire oui mais tous les métiers vont être remplacés. Oui, mais il faut savoir si votre métier dans les 5-10 ans à venir va être remplacé. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. Les ancêtres protègent, serrez les rangs et restez unis.